Traversée par la flèche virtuelle de l'équateur, l'île de Bornéo, avec sa forêt impénétrable et ses montagnes inaccessibles, demeure à juste titre le rêve des explorateurs et des scientifiques. Au fil des millions d'années, la nature a fait ici son œuvre. Elle a sculpté le minéral et donné à la vie sous toutes ses formes la clairvoyance de s'adapter pour ne pas mourir. Découverte au XVIe siècle par les navigateurs venus de l'Occident, cette île est loin d'avoir livré tous les secrets de son extravagante biodiversité. Se demander ce que l'on est venu faire dans une telle posture. La seule justification est autour de nous, c'est ce tableau géologique. C'est toujours époustouflant de voir ce que l'érosion associée à la patience du temps peut produire comme spectacle. Et très probablement qu'il y a 40 millions d'années, ici était le fond des océans, ce socle calcaire et de grès s'est soulevé par un chevauchement tectonique et sorti à l'air libre. Et depuis, au rythme des moussons, 5 mètres d'eau par an travaillent à éroder et à dégrader la roche, d'ailleurs tant en surface, et on le verra tout à l'heure, aussi sous terre, pour produire ces aiguilles que l'on appelle des pinacles et qui ne sont rien d'autre que des témoins majestueux de l'empreinte du temps. Bonsoir, on est dans l'état du Sarawak, en Malaisie orientale. Plus précisément, on est dans l'île de Bornéo. Il faut savoir que les 2/3 sud de Bornéo sont indonésiennes, c'est Kalimantan, et le nord se divise en 3 parties, les 2 États malaisiens, le Sarawak et le Sabah, où on ira plus tard, et puis le petit sultanat de Brunei, petit par la taille, mais grand par son influence. On est dans le parc national de Moulou, qui est un espèce de repli du monde, qui protège, et croyez-moi, elle en a bien besoin, une des plus anciennes forêts primaires du monde, 130 millions d'années, une forêt tropicale. Et comme toutes ces forêts tropicales, elle est excessivement riche en variétés et en nombre d'espèces à l'hectare. Mais ce qui fait un peu ici sa particularité, c'est que beaucoup de ces espèces sont rares et surtout d'une très grande originalité, à telle enseigne qu'on se demande si la nature n'a pas profité de son isolement pour n'en faire qu'à sa tête et se laisser aller à quelques extravagances. Quoi qu'il en soit, le voyage de ce soir va commencer par une exploration d'une grotte qui se trouve être le dortoir de millions de chauves-souris. Et notre voyage se terminera beaucoup plus loin, beaucoup plus tard, dans une autre grotte, mais sous-marine cette fois, qui est, elle, le cimetière de tortues marines. Dans l'intervalle, probablement, souhaitons-le, nous allons rencontrer quelques-uns des animaux emblématiques de la forêt de Bornéo, les orang-outans, les écureuils volants qui font partie de ces animaux qui ont tenté de voler mais qui sont restés au stade du planer. Et puis plus étonnant encore, ces insectes transformistes. Bref, un échantillon de ce que l'on appelle la biodiversité. La biodiversité ici et ailleurs, c'est rien moins que cet héritage du temps. Mais pour la mettre en valeur, il faut surtout se rappeler que 99% de tout ce qui a vécu sur Terre est aujourd'hui éteint. Et seuls subsistent ceux qui ont réussi à se faufiler à travers les multiples radiations et extinctions de l'histoire géologique.
raison de plus pour s'intéresser à eux et comprendre leur fonctionnement et leur stratégie. Du haut de cette forêt de pierre, Nicolas contemple 50 000 siècles d'érosion. Au pied de ces tours silencieuses, la forêt a su retenir la matière organique nécessaire à sa croissance. Las de taillader et de dissoudre la roche en surface, les eaux de ruissellement se sont infiltrées dans le plateau sédimentaire, le truffant d'immenses cavernes souterraines parmi les plus vastes de la planète. Ok. Now you can open. Voilà, c'est parti. Dans l'une de ces excavations naturelles, baptisée la grotte aux cerfs par les chasseurs-cueilleurs Punan, une équipe d'Ushuaïa Nature prépare un engin d'exploration totalement original. Après 70 mètres de descente en rappel sur les cordes installées par les spéléologues, Nicolas, accompagné de Stéphane Girard, s'apprête à poser le pied sur le sol glissant de l'entrée de la grotte où l'attend l'entomologiste Arthur Anker. Bienvenue dans le monde souterrain. Je suis à toi, tout de suite. Ah, ça va? Bon. Voilà. Bon, on va attendre ton compagnon. Ouais, il y a Stéphane qui arrive. Et voilà. C'est vrai que c'est un peu élastique. Allez, Arthur, on te suit. D'accord. Salut Arthur. Bah, je vais en profiter pour vous montrer quelques bestioles. Vas-y, on va aller voir les bestioles Déjà d'Arthur. Je suis tout inquiet quand oui. Arthur me annonce. Pas de repos pour vous, hein. Je t'attends, Steph. Hein. Merci Nicolas, merci. Tu remarqueras d'ailleurs que sur la corde, je n'ai cessé de t'attendre. Bon, fais attention, ça glisse partout, là. Marchez plutôt sur les cailloux. Ouais, l'odeur est intenable. Hein. L'odeur du Atroce. guano, c'est quelque chose de... Donc là, d'ailleurs, tu vois bien que ça, c'est le guano qui est encore frais. Hein. Ouais. Grosse tache noire, là. Donc là, un peu plus loin, c'est là où c'est brun. Donc ça, c'est le guano qui est déjà un peu retravaillé par les tout petits bestioles que tu vois là. Hein. Là, on va voir ce qui se passe au-dessous des cailloux. Mais tu vois, en fait, ça grouille partout, là. À la surface. C'est ravissant comme... C'est ravissant comme habitat, effectivement. Le guano, il faut préciser, ce sont les fientes. Oups, pardon. Oula. Pas grave, ça glisse. Reste avec nous, Arthur. C'est les fientes à la fois des martinets et des chauves-souris ou c'est que des C'est chauves-souris? surtout les chauves-souris, là. D'accord. Ah, c'est lourd, ce truc. J'arrive pas à le soulever. Regarde ce qu'il y a dedans. Il suffit de le tourner. Ah oui. Donc, tu vois toutes les petites bestioles qui viennent de ce côté-là. Ouais. Donc tout ça, c'est des blattes
Donc les coléoptères, il y a des forficules, je vois. Donc, toute une communauté animale qui vit, qui profite de ce guano-là, qui est un élément très riche. À peu près une dizaine d'espèces qui vivent ici, qui évidemment attirent les prédateurs. Arrête tes bêtises. Enlève-le. Ça, c'est quoi? Arthur, identifie-moi tout de suite. Ah oui, ça, c'est une forficule. Voilà. Qui sort directement du guano. D'ailleurs, sur les chauves-souris, il y a une espèce de forficule qui est associée, en fait, qui la nettoie, qui mange les morceaux de la peau morte, des parasites, qui la débarrasse, en fait, voilà. Et tous les insectes qu'on voit ici ont quel rôle écologique? C'est des décomposeurs? Ouais. On dit d'ailleurs que s'il n'y avait pas toutes ces petites bestioles, la grotte serait comblée peut-être à moitié, peut-être même plus. Ah oui. Et les Voilà. insectes, eux, nourrissent d'autres animaux. Voilà, et en plus, bon, évidemment, il y a des prédateurs qui se nourrissent de ces insectes-là. Il y a des araignées, d'ailleurs, il y a l'étoile de temps en temps. Il y a des mille-pattes. Il y a même des scorpions, etc. Et en plus, à côté, il y a vraiment des petits organismes microscopiques comme des mythes. Là, tu vois partout les mythes volés. Petites mythes, les acariens, etc. Tiens, regarde. Il y a plein de bestioles qui... Ça n'en est pas une, ça? Tu sais, il y a une petite chauve-souris, là, effectivement. Voilà. Celles-là, elles sont tombées. Ouais, ça, c'est des jeunes, en fait, qui tombent. Tu vois, ils ne sont pas encore poilus. On voit bien la membrane. Je la tiens avec le gant parce qu'en fait, il y a plein de parasites dessus. D'accord. Voilà. Et donc, quand les jeunes tombent, en général, bon, ils sont presque, on peut dire qu'ils sont perdus. Parfois, la mère arrive, en prospectant en fait, la zone juste au-dessous, arrive à retrouver le petit par les cris, parce qu'il l'appelle. Tu vois un peu la tronche, qu'est-ce que c'est. Voilà, donc c'est une chauve-souris insectivore. C'est la famille des chiroptères, c'est ça? Voilà, c'est l'ordre des chiroptères. L'ordre des chiroptères. Ouais. Bon, on va laisser, peut-être sa mère va la retrouver, mais en fait, il y a seulement 20% des jeunes qui survivent à des chutes comme ça. Il y a combien? Il y a des centaines d'espèces de chauves-souris. C'est un des ordres les plus importants après les rongeurs. Il y a à peu près plus de 1000 espèces de chauves-souris dans le monde. Après avoir observé quelques-uns des millions d'insectes grouillant sur le sol, Nicolas, Arthur et Stéphane s'enfoncent un peu plus avant dans les profondeurs de la Terre. Au loin, les hommes d'Oussoya Nature peaufinent l'engin que n'aurait pas renié Jules Verne, encore moins Léonard de Vinci. C'est quand même une vision assez étrange. Hein. Tu sais, ça donne le sentiment d'arriver dans le repère d'une société extraterrestre planquée sous terre. Il y en a un, le plus étonné, c'est notre camarade entomologiste, parce que je pense qu'il connaît pratiquement un par un les 150 000 insectes qu'on trouve à Bornéo. Mais alors, ces coléoptères-là, même à l'université... Je ne sais pas si c'est... En effet, c'est peut-être une nouvelle espèce. Combien elle fait la cave, là? 120 mètres à peu près de haut? Ouais, 120 de haut, ça fait 100 mètres de large et 500 de long. C'est quand même un des plus gros vides souterrains qui existent sur la planète. Hein. Ouais. Et c'est pas le seul ici, hein, parce que Non. le sous-sol est truffé de grottes comme ça. Bah, t'as vu ce qu'on a vu tout à l'heure d'hélico, c'est qu'une succession de dolines et un nombre de puits d'effondrement quand même assez hallucinant. Sarawak Chamber, qui est juste un petit peu dans le secteur, c'est le plus gros vide qui existe. Et on est sur Terre, sur la zone des plus gros vides souterrains. Quoi. Ça va, JP? Ça se présente mal ou ça se présente bien? Ça se présente très bien. Quand on plonge, on a toujours un deuxième submersible qui vient voir de l'extérieur ce qui se passe. Et là, c'est la même chose. On a le vaisseau pour aller explorer. Et puis la petite sentinelle qui permettra de filmer et d'éclairer juste à côté. Je te donne ça. Ouais. Comment il s'appelle? C'est l'aéroplume. Voilà, c'est vrai que son cahier des charges à la fabrication, c'est un peu le poisson rouge. On est en équilibre dans le fluide et on a 2 nageoires pour se déplacer dans l'air en fait. Un engin assez étonnant. Ballon d'hélium, combien de mètres cubes? 130 mètres cubes il fait. Ça permet de lever? Une centaine de kilos en fait. Alors c'est particulièrement adapté à la circonstance et en plus à l'objet de nos investigations parce que
sur les sommets et sur la voûte de ces grottes, et d'ailleurs de toutes les grottes dans les environs, il y a des millions de chauves-souris. On dit, bon, on va aller voir ça de plus près. Voilà. Alors pour les voir, justement, on a prévu un petit dispositif éclairage dans le ballon. Ouais. Donc le ballon, il va se transformer en lanterne. C'est pas une lumière trop forte pour pas les effrayer, mais ça te permettra d'y voir quand tu seras tout là-haut. Très bien. Alors donc, si tu veux monter à bord de l'aéroplume, c'est par ici que ça se passe. JP, c'est l'inventeur. Voilà. C'est par là qu'on rentre? Voilà, c'est par là qu'on rentre. Faut s'enfiler. Alors tu avances le plus possible déjà comme ça. Et après tu laisses tomber tout ton poids progressivement dedans. Alors, Et tu mets un pied derrière. comme un harnais de Voilà, comme un harnais delta. Voilà. Et après tu peux avancer en poussant sur les pieds. Voilà. C'est quand même assez exceptionnel comme position. Bon. T'as vraiment un sentiment de flotter là. Voilà. C'est vrai que d'ailleurs le visuel comme les sensations s'apparente beaucoup plus à un monde sous-marin qu'à un monde aérien. Même la vitesse de déplacement en fait, Ouais. qui est relativement lente par rapport à la masse du ballon, ça inspire un univers aquatique complètement. Alors c'est des balbutiements de cette façon de voler, mais je crois que ça a un certain avenir parce que ça permet vraiment... Qui dit balbutiement dit cobaye. Voilà, Je voilà, te remercie. cobaye de choix. Je sais pas si les plus étonnés, ça sera moi ou les chauves-souris. Parce que vous allez vous rendre l'étonnement l'un à l'autre. Ouais. Voilà, je ne serre pas trop. Voilà. Là, c'est une- Et le mouvement? Alors le mouvement, tu conduis en incidentiel avec ton poignet, donc incidence positive pour avancer. Et tu Ah oui, tires donc comme c'est aussi ça, simple que ça. c'est simple que ça. Faut pas oublier de piloter les poignets. Voilà, bah là tu vois, tu D'accord. avances au-dessus de moi. Oui, peu donc c'est vraiment confibère. de la natation aérienne. Voilà. C'est Léonard de Vinci qui doit être content et qui doit sourire en voyant ça. je Je pense. crois que ça a quelque chose qui pourrait lui plaire. Hop, un peu de lumière. C'est un sacré engin que tu as inventé là. Extraordinaire. Regarde ça. Fabuleux. Oh, oh. J'essaie d'avancer. Je crois que c'est la sensation la plus irréelle et onirique que j'ai jamais ressentie. Et ça marche. Hop. On sent les appuis sur l'air. Incroyable. Essayer de passer le relief comme ça. Allez, et voilà, avec un peu d'inertie. Hop, et là c'est des infiltrations d'eau qui tombent sur le ballon. On va s'en éloigner un peu parce que il ne faudrait pas que le ballon s'alourdisse, car l'équilibre avec l'hélium se fait à quelques grammes près. C'est vrai que les chauves-souris ont souvent plus provoqué de la répulsion que de l'affection. Il faut pourtant reconnaître que dans le règne animal, ce sont quand même des animaux exceptionnels, puisqu'elles se sont dotées au fil du temps de deux acquisitions biologiques quasiment uniques chez les mammifères. La première étant de voler, puisque c'est le seul mammifère qui vole. D'autres en sont restés à un stade intermédiaire de pouvoir planer. Mais la deuxième acquisition biologique tout aussi remarquable, c'est leur capacité à pouvoir voler de nuit. Et l'explication, c'est que les chauves-souris sont dotées de l'équivalent d'un sonar, un système d'écolocalisation. Par contraction du larynx ou par claquement de langue, elles envoient des petits signaux qui par écho leur reviennent et sont analysés par une espèce de membrane qu'elles ont en avant du pavillon de l'oreille, que l'on appelle le tragus. Et comme les oreilles bougent indépendamment l'une de l'autre,
elles arrivent à avoir une vision stéréophonique de leur environnement et une analyse très précise du relief. Et ce qui est amusant, c'est que ce système de sonar, très peu d'animaux longs, quelques poissons et de très rares oiseaux, dont justement les salanganes, enfin quelques-unes des salanganes, ces fameux martinets qui cohabitent dans ces grottes ici dans le Sarawak et qui, pour quelques-unes d'entre elles, ont aussi ce système de localisation. L'éclairage intérieur de l'aéroplume permet à Nicolas de surprendre les petits mammifères volants dans leur sommeil. Il l'éteindra pour ne pas les perturber plus longtemps et s'écartera de la voûte. Presque à niveau des dortoirs et non pas des nichoirs, tout au moins pour les chauves-souris, car les chauves-souris ne font pas de nid. Ce sont des toutes petites chauves-souris, c'est pas des grosses roussettes, ce qui fait qu'évidemment on a du mal à les distinguer. Voilà, ça vole un peu partout. J'espère que leur sonar n'est pas en panne, car ça me ferait pas du tout rire qu'elle percute mon enveloppe d'hélium. Toutes les grottes de Bornéo abritent des colonies de chiroptères, les unes frugivores, les autres insectivores. Ici, 2 millions de chauves-souris de 12 espèces différentes cohabitent en bonne intelligence. Chaque jour, aux alentours de 17 h, la colonie sort de son sommeil. Quelques éclaireurs quittent la grotte pour s'assurer qu'il ne pleut pas. Des grappes entières volent alors en rang serré vers la sortie. Elles se rassemblent dans le ciel pour former d'immenses spirales tournoyantes. Grâce à cette technique, pas un heurt ne perturbe l'ordonnancement interne de ces formations. À un signal connu d'elles seules, elles s'abattent sur la forêt pour aller se nourrir. Sortie de la grotte. On va aller très loin dans la forêt parce que pas beaucoup de défense contre le vent. On va essayer de retrouver notre ami Arthur, tant est que ça soit possible, parce que il est toujours derrière un cloporte ou une araignée. C'est le côté un peu obsessionnel des spécialistes
quand on est derrière eux, plus rien n'existe hormis leur sujet d'intérêt. Les insectes représentent 75% de la biodiversité existant sur la planète. Environ 150 000 de leurs représentants habitent la forêt tropicale humide de cette île. Outre leur grand nombre et la variété des espèces, leur bizarrerie et pour certains leur gigantisme font ici leur spécificité. Leur autre dénominateur commun est l'incroyable stratégie du camouflage et du mimétisme qu'ils ont mis au point pour échapper à leurs prédateurs, pour capturer leur proie et donc tout simplement pour survivre. Exemple, cette Philly. Son corps, ses ailes, ses pattes reproduisent les nervures, la texture, les mycoses et jusqu'aux dentelures de la feuille dévorée par un autre insecte. Stratégie identique chez ce phasme géant qui a choisi de ressembler à une brindille. D'autres insectes ont préféré se cuirasser. Mais ces larves de trilobites ne peuvent rien contre les doigts experts du biologiste. Arthur ne peut rêver meilleur endroit pour assouvir sa passion de scientifique. Avec ses assistants, il a installé en pleine jungle un mini-laboratoire pour observer in vivo ses protégés. Sous l'objectif de la caméra endoscopique reliée à un moniteur vidéo, défilent des spécimens parfois inconnus de la science. Ce matériel lui permet d'observer en détail la morphologie d'un grand nombre de bestioles à nul autre pareil. Ce ver plat a trouvé ici l'humidité nécessaire pour survivre dans cette forêt. Yeah. Can you take from above? Try it. Yeah, it's moving quite quickly. Avec les éphémères, les libellules et les cafards apparus il y a 250 millions d'années, les insectes ont été les pionniers de la conquête du milieu terrestre. Les mantes ont ainsi eu le temps de parfaire une livrée d'une remarquable polyvalence, aussi efficace pour la chasse que pour leur défense. La discrétion n'est pas l'apanage de ces larves couvertes d'une cire immaculée. Sans doute s'agit-il d'une protection contre leurs éventuels prédateurs. La température homogène, le rayonnement solaire intense et constant selon les niveaux et l'humidité exceptionnelle sont les facteurs environnementaux responsables de l'exubérance de la forêt de Bornéo. Pour les biologistes, tous ces étages sont à explorer. J'espère que tu as de bonnes raisons, Arthur, pour me convoquer en haut de ce figuier étrangleur. Ceci dit, Tu verras. c'est une vraie échelle. Hein. C'est pas si compliqué que ça. Hop. Voilà. Hop, on est arrivé là. Installe-toi. Bon, ça vaut le coup quand même. Attends. Ah oui. Cet étage spécifique des forêts tropicales s'appelle la canopée. Et il est bon de répéter l'importance que ça a parce que beaucoup ignorent encore que
90% des espèces végétales qui vivent sur Terre et 50% des espèces Je pense animales, même plus. et probablement plus, Probablement beaucoup plus. vivent dans la canopée. C'est vous dire la part loin d'être négligeable de la biosphère que ça représente et qu'une grande majorité de ces espèces n'ont pas encore été inventoriées. Et c'est pour ça que quand on se plaint à juste titre de la déforestation intensive, c'est parce que non seulement on aggrave l'érosion de la biodiversité, mais l'on compromet les chances de succès pour la médecine et la recherche plus tard, car beaucoup de clés à des maladies ou à des épidémies contemporaines ou de demain sont probablement dissimulées dans ces étages supérieurs des forêts humides tropicales. Et dans le monde animal, il y a quand même une fraction de ce monde animal qui sont un peu les mal-aimés, ou en tout cas les ignorés, ce sont les insectes. Et pourtant, quand on commence, comme le fait Arthur, à s'intéresser à l'éthologie, c'est-à-dire à l'étude du comportement des insectes, on s'aperçoit que, en termes de facultés, de stratégie, ils sont ni plus ni moins exceptionnels que les autres, ou peut-être même parfois un peu plus, car on a l'impression, pour compenser leur petite taille et leur vulnérabilité, qu'ils ont développé effectivement des facultés tout à fait incroyables. Et c'est vrai que les insectes ont ceci de commun avec les végétaux ou les autres animaux, c'est qu'ils sont préoccupés par trois choses: se nourrir, se reproduire et survivre. Et à ce titre, ils ont développé des tas de stratégies, mais l'une des stratégies les plus spectaculaires et d'ailleurs les plus efficaces, c'est la stratégie du mimétisme. Et alors le mimétisme, Arthur, c'est tout simplement soit essayer de se dissimuler et de se confondre avec son environnement, soit éventuellement essayer tout simplement de paraître pour ce que l'on n'est pas. On peut dire que le vrai mimétisme, en fait, c'est paraître comme un autre animal, pour préciser les choses. Et on parle du camouflage, donc, qui inclut, comme par exemple dans le cas des phasmes, donc l'homotypie et l'homochromie. Donc on explique, l'homotypie, c'est rassembler à une partie d'un végétal. Par exemple, là, le phasme, elle montre bien, donc rassemble plutôt un brindille, cette espèce-là au moins. Et en même temps, elle essaie d'imiter en fait la couleur. Donc cette espèce-là combine à la fois donc, l'homotypie et l'homochromie. Les phasmes sont des insectes absolument extraordinaires. Ouais. Il y en a plusieurs milliers d'espèces, ou centaines Des d'espèces. phasmes, il y a à peu près 2000 espèces. 2000 espèces. Et c'est vrai que Bornéo et l'Asie du Sud-Est, c'est vraiment leur centre de... On les appelle aussi communément les insectes bâtons. C'est le plus grand insecte du monde. Oui, en effet, oui. 55 cm avec les pattes étendues. Ça, c'est le record d'ailleurs connu de la Malaisie. On les appelle phasmes parce que ça vient du grec phasma, et pas tout simplement parce que ça veut dire fantasme ou illusion, apparition ou fantôme, parce qu'il est vrai qu'il faut avoir le regard averti d'Arthur pour pouvoir les voir dans la nature, tant ils se confondent à la perfection avec leur environnement. Donc, là, c'est un exemple d'une belle sauterelle qu'on appelle ici sauterelle à tête de dragon, dont le nom scientifique rappelle un peu un dinosaure, et au mégalodon. Donc ça, c'est un très beau mâle. Et quand on l'embête un tout petit peu, tu vois, il fait une parade de dissuasion. Donc il se met ses pattes en arrière, il montre son labium jaune. Donc là, un oiseau, normalement, on ne va pas le toucher, parce qu'il risque d'être mordu gravement. Et puis il y a aussi des couleurs qui peuvent dissuader certains prédateurs, parce que ces couleurs signifient soit qu'il y a des toxines, soit un mauvais goût. Ouais. Par exemple, beaucoup de chenilles qui ont des soies urticantes et qui ont des couleurs très vives, en fait. C'est pour montrer que la chenille se nourrit des plantes toxiques, et donc qui s'accumulent, en fait, ces toxines s'accumulent chez l'adulte. Ensuite, d'autres insectes peuvent imiter ces couleurs. Voilà, et ça, c'est le vrai mimétisme. Pour duper. Voilà. On pourrait se demander à quoi servent-ils. En fait, les insectes ont des rôles multiples et variés écologiques majeurs. D'abord, par exemple, au pied de ces arbres, ils jouent les rôles de décomposeurs, c'est-à-dire que toute la matière qui meurt, c'est eux qui la décomposent. Et je dirais que schématiquement, c'est eux qui permettent de rendre accessible ce qui meurt aux vivants. Et puis ils sont partout dans la chaîne alimentaire. Effectivement, ils nourrissent la plupart des vertébrés en fait, dans la forêt tropicale. Ils sont, comme tu as dit, décomposeurs, à côté des champignons, bien sûr, et d'autres arthropodes, comme les mille-pattes, etc. Donc en fait, ils interviennent à tous les niveaux de la chaîne alimentaire. Très bien, je te laisse ranger toute ta ménagerie, parce qu'il
il n'est pas question évidemment de leur faire le moindre mal. Bon, tout On sera va aller relâché. les relâcher. D'accord, donc on se retrouve en Ouais, bas. d'accord. Les mêmes insectes, on peut les trouver à l'étage de la canopée et au sol, ou chacun se répartit un territoire différent? Bon, en général, il y a une stratification assez marquée, hein, c'est-à-dire que chaque espèce occupe plus ou moins son étage. Donc là, au sol, on va trouver les espèces qui sont plutôt typiques, effectivement, à ce milieu. Il ne faut pas oublier qu'en fait, c'est une petite famille des insectes, enfin, un ordre des insectes qui sont les tisanoptères, qui pollinisent en fait pratiquement toutes les espèces d'arbres dans cette forêt. Ce qui en clair veut dire que la forêt est soumise à la présence de ces insectes sans lesquels il n'y a pas de pollinisation. Ça montre bien qu'encore une fois que l'écologie, c'est quelque chose d'excessivement à la fois complexe, fragile et vulnérable. Ah ben tiens, tu la vois? Comment tu fais pour voir ça? Il faut avoir un œil entraîné, c'est tout. Alors ça, Tu me dis ce que c'est? une feuille morte avec des pattes. Voilà, c'est ça. C'est une menthe? C'est une menthe religieuse, effectivement. Donc, mais elle n'est pas du tout comme la menthe européenne, hein, comme tu vois. Donc là, tu as les lobes, tu as la couleur et la forme qui imite un peu une feuille un peu enroulée, tu vois, une feuille morte. Ça imite jusqu'aux nervures, Oui, on voit. déchirures quasiment. Voilà, parfois, oui. Entre les mains. Donc la tête, en fait, tu peux la prendre. Il n'est pas très... Ah, Elle préfère des mains expertes. voilà. Regarde comme elle est belle. Et là, tu vois des épines, en fait. Donc c'est avec ces épines, en coinçant. Donc tu as un système, en fait, comme un couteau. Ouais. En coinçant ce qu'on appelle le tibia avec le fémur, hein, cette partie-là. Elle attrape les insectes comme petites abeilles, les papillons, etc. Entre elles, comment ça se passe? Parfois bien, parfois moins bien, ça compétitions dépend. Ouais, parfois ils peuvent se battre. Hein, si deux femelles ou deux mâles se rencontrent, parfois il y a des batailles. Mais en général, ça se termine bien. Évidemment, quand elles sont sur leur support, elles sont convaincues de leur immunité parce que c'est quasiment impossible de les distinguer. Et même les chauves-souris n'arrivent pas à les trouver? Quand une menthe vole, elle a Une menthe? une menthe. Ouais. Et elle a un organe en fait sur la face ventrale Ouais. qui lui permet de repérer les ultrasons des chauves-souris. Oui, effectivement, comme certains sauterelles d'ailleurs. Oh! Ah bah oui. Préviens-moi. Et alors? Attends, finis sur l'explication. Effectivement. Et donc, et en fait, elle peut, donc dans ce cas-là, elle comprend qu'elle est chassée, qu'elle est poursuivie par une chauve-souris, et elle se laisse tomber instantanément. Donc en fait, elle disparaît Pour échapper du radar de la au chauve-souris. sonar de la chauve-souris. Voilà. C'est absolument incroyable. Et elle reste par terre, sur le sol, elle ne bouge pas pendant 5 minutes. Parce qu'elles sont vulnérables en réalité quand elles volent. Voilà, surtout quand elle vole, oui. D'accord. Et donc là, tu as la menthe orchidée, donc évidemment, mime des fleurs. Donc là, tu as les expansions, voilà, en forme des pétales. Donc ça, c'est une espèce beaucoup plus rare par contre. En général, on la trouve sur les orchidées ou sur des fleurs de couleur blanche ou rosâtre. Il y en a qui sont un peu roses aussi. Mais en aucun cas, en tout cas, ces insectes-là ne peuvent changer de couleur ou de forme s'ils se déplacent. Voilà. Ils ont choisi, Ouais, ils ont choisi, on va dire, un choisissent code le couleur dès support. le départ, Voilà. et ils y sont soumis pour toute leur vie. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc en fait, tu vois que le même ordre d'insectes peut Générer générer des formes complètement différentes. Donc il y a une qui essaie d'imiter l'orchidée, on appelle d'ailleurs la menthe orchidée, et l'autre les feuilles mortes.
confins nord-est de l'île, dans l'état du Sabah appartenant à la Malaisie, le mont Kinabalu domine du haut de ses 4101 mètres un océan de nuages masquant la forêt. Pilier géologique de l'île, il est la plus récente intrusion de granit et le plus colossal corps unique de roches du globe, dont seulement 1/10 dépasse à l'air libre. Contemporain de la naissance de l'humanité, le Kinabalu pousse toujours son sommet vers le ciel, à raison de 50 cm par siècle. Cette croissance rapide, en temps géologique, a contraint la flore et la faune à s'adapter aux rigueurs du climat de ces pentes. Une équipe d'Ushuaïa Nature emboîte les pas du biologiste John Nair et de son assistant. Le scientifique arpente la montagne de haut en bas pour étudier les communautés de végétaux qui s'accrochent à ses flancs. Au-dessus de 3600 mètres d'altitude, seules quelques fissures dans le granit accueillent une végétation rabougrie. Un peu plus bas, entre les dalles de granit, des arbustes ont pris racine, aussitôt envahis de lichens dont les Chinois raffolent pour leur pharmacopée. En décoction, ces précieux champignons contenant des algues symbiotiques auraient le pouvoir de calmer les crises d'asthme. Quelques centaines de mètres en aval, la flore change radicalement et se fait plus dense. C'est le royaume des plantes à urnes, les Nepenthes. Faute d'un substrat assez riche, ces végétaux sont devenus carnivores. L'on trouve ici le plus grand nombre d'espèces et les plus grands spécimens. La taille de leurs feuilles, transformées en vasques profondes, varie de 2 à 35 cm. Avec son odeur de miel, la plus grande d'entre elles attire facilement ses proies. L'insecte glisse alors sur les bords du réceptacle dont les cils acérés se recourbent. Puis il tombe dans 2 litres de suc digestif dilué, où il se noie, avant d'être assimilé par la plante. Sous le doigt du scientifique, voici l'une des plus petites plantes carnivores connues à ce jour. Entre 3000 et 1800 mètres d'altitude s'étend la forêt des brumes où le taux d'humidité avoisine 100%. Les loris, des prosimiens, n'ont rien à redouter des plantes carnivores, même des plus grandes. Ils sont trop importants, trop agiles et fins chasseurs. Ces petits mammifères aux mœurs plutôt nocturnes ont beaucoup plus à craindre des pythons et des félins. Le plus grand carnassier de la forêt du Kinabalu est un animal dont la puissance égale la discrétion. Très difficile à observer, la panthère nébuleuse ou longibande, dans sa tenue de camouflage, hante les sous-bois à la recherche d'une proie conséquente. Les singes n'ont qu'à bien se tenir. Elle était autrefois très recherchée par les populations locales à des fins ornementales. Aujourd'hui à Bornéo, il ne subsiste hélas plus que quelques centaines de spécimens de ce splendide animal remarquablement adapté à son environnement. Depuis des décennies, les scientifiques tentent de dresser l'inventaire des espèces vivantes des forêts du Sabah. John Nair et son assistant utilisent les passerelles installées dans la forêt de Dipterocarpacées, ces grands arbres de 70 mètres de haut, peuplés de ce que l'on peut appeler des mutants volants.
Certains reptiles ou amphibiens sont ainsi capables de planer sur une courte distance. Dans ce monde arboricole où de nombreux petits animaux se laissent tomber des branches pour sauver leur peau ou pour chercher de la nourriture, quelques-uns ont différemment adapté leur corps au vol plané. À quelques centimètres du visage de John Nair, un gecko volant atterrit sur une feuille. Les palmures et les bourrelets de peau ornant ses pattes et sa queue lui permettent de ralentir sa chute et de se poser à peu près où il le souhaite. De tous les mammifères de la voûte feuillue ayant développé ces capacités étonnantes, le colugo, appelé aussi lémur volant, possède la surface de membrane de vol la plus importante. Animal nocturne, il est particulièrement difficile à apercevoir. À ce jour, une trentaine d'espèces planantes ont été recensées dans les forêts de Bornéo. La nourriture peu abondante, en raison d'une fructification aléatoire, oblige les animaux à se disperser davantage. En leur évitant de longs allers et retours vers le sol, le vol plané limiterait les pertes d'énergie. Cette hypothèse s'appliquerait uniquement aux mammifères. John est redescendu des hautes frondaisons à la recherche d'un autre animal pour lesquels les jours sont probablement comptés. Il ne tarde pas à être sur les traces facilement identifiables laissées par son passage. La boue maculant ce tronc d'arbre en est la preuve. Au vu des larges empreintes scellées dans la terre gorgée d'eau, l'animal recherché n'est plus très loin. Avant lui, Sir Alfred Wallace, contemporain de Darwin, avait eu ici même tout loisir d'en observer le comportement. Branches cassées, végétation vrillée par la mastication, trahissent la présence récente du rhinocéros de Sumatra. Il est l'espèce la plus petite et la plus velue des rhinocéros vivant encore sur la planète. 1,10 m à 1,50 m au garrot pour 800 kg, 2 cornes nasales, une peau légèrement plissée, les oreilles frangées de poils. Cet animal était autrefois largement répandu en Indochine et en Indonésie. Après avoir marqué d'urine son territoire, il part à la recherche d'une flaque de boue pour s'y vautrer. Celle-ci fera l'affaire. Fort de toute sa puissance dans une forêt où l'homme est son seul prédateur, il écarte la fange de toute sa masse et imagine s'endormir en paix. Et pourtant, comme tous ses cousins d'Asie et d'Afrique, le rhinocéros de Sumatra est victime du braconnage et de la disparition de son biotope. Aucune mesure efficace n'est capable d'enrayer son extermination.
Sur l'île de Bornéo, Nicolas Hulot et son équipe vont découvrir bien d'autres animaux terrestres et surtout d'extravagantes espèces sous-marines. Dominée par l'imposante masse du Kinabalu, la forêt primaire a échappé aux terribles incendies qui ont ravagé le sud de Bornéo ces 20 dernières années. Ainsi ont été épargnés les orang-outans de la réserve de Sépiloc. Mais les grands singes roux ne sont pas sortis d'affaire pour autant. Nicolas Hulot a rejoint Marie-Claude Bomsel, docteur vétérinaire, dans l'un des seuls centres de réhabilitation pour jeunes orang-outans orphelins existant dans cette région. Ils font ça tous les matins? Ils font ça tous les matins, oui. Ils promènent ces jeunes qui ont à peu près 2 ans et demi, 3 ans, qui ont été recueillis parfois à l'âge de quelques mois, et ils les réhabituent tout doucement comme ça à la nature. C'est pas facile. Ouais, le retour à la vie sauvage, c'est très aléatoire, quoi. C'est aléatoire et un gros apprentissage. Ouais, enfin, l'idée, c'est d'essayer de leur redonner le goût à la vie sauvage et surtout la confiance. Et la difficulté, c'est que d'abord, ces centres de réadaptation, en termes de volume, sont dérisoires par rapport, à l'ampleur de la tâche et au nombre d'orphelins, puisque dans l'état du Sabah, c'est le seul. Il y en a un petit au Sarawak. Là, le problème est que les petits sont tellement imprégnés, ils veulent retourner toujours sur les gens. C'est le problème majeur de ces jeunes. La terreur le prend au vu de l'arbre. Ça incarne bien toute la tragédie, la complexité. C'est qu'on essaie de le rendre à la vie sauvage, il ne veut pas y aller. Et il a raison d'avoir peur parce que pour lui, la forêt, ça n'est pas synonyme de tranquillité. Ils ont tellement été perturbés quand ils étaient encore plus petits. Vous voyez la difficulté qu'ils ont vraiment à réapprendre à grimper. Ça n'est pas aussi simple pour eux. Voilà, en voilà un qui a commencé un peu de bracation. Ils vont se délier lentement, mais c'est vraiment trop long. C'eût été tellement mieux si la mère leur avait appris. Il y a quelque chose d'excessivement troublant dans le regard d'un orang-outan. On a l'impression qu'il porte toute la détresse, c'est extraordinaire, du monde animal. Et Dieu sait que le sort des orang-outans n'est pas enviable, car probablement, c'est affreux à dire, mais que leur destin est déjà scellé, tant leur territoire se réduit à une vitesse fulgurante. Il est aujourd'hui complètement morcelé. Alors que pour la survie d'une espèce, quelle qu'elle soit, on a besoin évidemment d'une continuité dans le territoire pour la dispersion génétique, qui est le seul garant de la pérennité d'une espèce qui malheureusement n'est plus le cas. Ce sont des animaux très observateurs qui adorent regarder. Ils passent près de 40% de leur temps installés comme ça dans la forêt, à regarder ce qu'il passe, ce qui leur donne une considérable mémoire. On dit souvent que ce sont les intellectuels du groupe. Les chimpanzés sont plus agités, plus en conflit hiérarchique. Eux sont très, très observateurs. Et cette mémoire est à la base de leur fantastique capacité d'imitation. Et l'imitation, c'est la base de l'éducation. Ce qui prouve sans doute non seulement une conscience de soi, mais une conscience de l'autre. Et cette mémoire, d'ailleurs, elle leur est aussi utile dans le choix de leur nourriture, car les orang-outans sont des botanistes hors pair, capables d'identifier sans se tromper plus de 200 plantes ou graines différentes. Et ils ont un calendrier mémorisé, car ils connaissent exactement à quel endroit et à quelle période ces plantes ou ces graines viennent à maturation. D'ailleurs, ça explique leur longue errance d'arbre en arbre. Et ils ont besoin d'un assez grand territoire pour avoir cette variété de nourriture qui leur est indispensable à leur équilibre biologique. C'est comme ça qu'ils vont disperser les graines et qu'ils vont faire fructifier en continu la forêt. Ce sont vraiment des jardiniers, des cultivateurs fondamentaux. Marie-Claude et Nicolas ont laissé les jeunes singes habitués à la présence humaine
pour aller observer les orang-outans sauvages. Un gros arrive. C'est une mère avec un petit, déjà plus dominante que les autres. Impressionnant. Hein. Elle doit avoir une douzaine d'années. C'est les périodes de leur première reproduction, même si elles peuvent être matures sexuellement à 7-8 ans. En général, elles commencent à 10-12 ans et elles prennent à ce moment-là le pouvoir sur les subadultes. Mais oui, merci. Il est gros hein, pour être encore... Il a près de 2 ans, il est proche de se détacher. Tout doucement, elle va l'obliger en arrêtant de le nourrir. Elle va avoir de moins en moins de lait. Ça fait partie de son apprentissage, en fait. Elle ne partage pas, il apprend à travers elle. Et il va essayer, voilà, de lui voler des fruits. Il y a presque une bagarre, comme ça, elle va le faire sortir tout doucement de son giron. C'est une meilleure solution, peut-être, que de continuer à le surprotéger. C'est une solution qu'ils ont trouvée pour pouvoir rendre leurs jeunes assez vite autonomes. Et on a tendance à oublier que nous sommes primates tout comme eux. Et de la même famille, famille des hominidés. De la famille des pongidés où ils avaient été placés, ils sont rentrés grâce à la génétique parmi les hominidés, rejoignant les hommes, les chimpanzés et les gorilles qui sont tous deux, eux, africains. C'est le seul grand singe d'Asie. Il y avait un célèbre livre qui disait avant que nature ne meure, mais maintenant on pourrait dire pendant que nature meurt. C'est ce contraste qui est d'ailleurs le plus saisissant, c'est de voir d'un côté l'humanité qui continue de progresser dans une certaine insouciance et dans le même temps la disparition programmée, rapide de ces animaux remarquables et qui masquent derrière eux la cohorte d'autres animaux ou plantes beaucoup plus insignifiantes qui vont disparaître dans le même temps, car très probablement que ce sont ce que l'on appelle des espèces clés de voûte et avec leur disparition, ils entraîneront en cascade la disparition de centaines ou de milliers d'autres espèces. À 500 km au sud-ouest du territoire des orang-outans, mais loin des luttes intestines et des violences qui agitent le sud de Bornéo, une autre équipe d'Oussoye Nature a suivi un groupe de Dayak de l'ethnie Kenya dans leur chasse traditionnelle. L'occasion pour un père d'initier son fils à quelques-uns des multiples secrets de la forêt et de pérenniser ainsi des traditions ancestrales. Amos est le dépositaire d'une manière de survivre en parfaite harmonie avec une forêt dont il connaît les pièges, mais aussi les pouvoirs bénéfiques qu'elle procure pour qui sait la respecter et l'apprivoiser. Tiens, regarde. Celle-là, on l'utilise contre les maux de ventre. Tu découpes un morceau de feuille, tu la chiffonnes, et puis tu sens son odeur. Oui, ça sent fort. Au retour, on va l'écraser et on versera la décoction dans l'eau bouillante. On va en rapporter 2 belles feuilles. L'homme lit la forêt comme un livre grand ouvert. Il connaît l'utilité de chaque plante. Amos s'est arrêté près d'un arbre dont le tronc est marqué de profondes entailles. Un spécimen rare dont l'emplacement est bien connu des villages environnants.
Un coup de machette dans l'écorce et le sang blanc du végétal se met à couler. À l'état naturel, la sève dangereuse de cet arbre à poison est à manipuler avec précaution. Elle doit subir un petit traitement avant de devenir utilisable sur les pointes des flèches des sarbacanes. S'il le souhaite, pratiquement tout ce qui équipe le chasseur kényan lui est fourni par la nature. Il lui suffit de tendre la main vers le bon endroit pour trouver ce dont il a besoin. D'abord, tu t'assures bien que la feuille n'est pas percée et qu'elle est bien incurvée. C'est là que je vais verser la sève. Il ne faut pas toucher le liquide avec tes doigts et surtout pas les porter à ta bouche. Cela peut te tuer. Maintenant, tu places la feuille au-dessus du feu. Et tu la maintiens comme ça, jusqu'à ce que la sève sèche et durcisse. La chaleur assèche et concentre les propriétés naturelles de la sève de l'arbre à strychnine. La pâte est devenue brun foncé. À ce stade, quelques milligrammes suffisent pour tuer un homme. Le moindre contact, même sur une peau saine, peut provoquer l'empoisonnement. Le jeune Kényan observe les moindres faits et gestes de son père. Plus tard, ce sera à lui de les répéter sans commettre d'erreur. Deux habitants du village partent rejoindre Amos et son fils. Comme toujours, lorsqu'ils vont à la chasse aux sangliers, leur chien les accompagne. Le sanglier de Bornéo est le principal gibier de grande taille des habitants de l'île. Les populations de ces animaux sont souvent dispersées, excepté lorsque la nourriture au sol devient abondante au moment de la fructification de toute une série d'arbres. Lorsque durian, mangue, rambutan, bien mûrs jonchent le sol, le sanglier pullule. C'est pour les Dayaks l'occasion de faire provision de viande boucanée et de graisse fondue. Aidés de leurs compagnons à quatre pattes, les hommes ne tardent pas à être sur les traces du sanglier qu'ils recherchent. Encore faut-il le localiser et pouvoir s'en approcher assez près, une dizaine de mètres tout au plus.
Toujours avec d'infinies précautions, l'homme extrait de son carquois une fléchette empoisonnée et montre à son fils comment armer la longue sarbacane taillée dans du bois dur. La traque touche à sa fin. La bête se trouve à quelques dizaines de mètres sous le couvert végétal. En quelques minutes, le poison a paralysé les centres nerveux du sanglier. Le chasseur l'a achevé en plongeant dans son cœur la lame aiguisée comme une baïonnette, prolongeant la sarbacane. La tradition veut que la dépouille de l'animal soit amenée au bord de la rivière pour y être soigneusement lavée et débarrassée de ses soies. Il n'est bien sûr pas question de cuire ni de découper la bête avant de l'emporter à la Longhouse, la grande maison communautaire. Là-bas, elle sera bouillie dans de l'eau très salée pour inhiber le poison inoculé par la fléchette. Léchées par les flammes, les soies du sanglier se détachent sans difficulté. La bête pèse plus de 70 kilos, mais les Kenyas sont robustes. Chargé comme un sac à dos, un seul homme assume son transport jusqu'à la pirogue. Amos n'est pas le seul à vouloir pérenniser, non sans difficulté, les coutumes ancestrales du peuple kenya. Car le monde moderne a depuis déjà longtemps frappé à la porte de son village. L'équipe d'Ushuaïa Nature poursuit sa descente vers la côte. Sur les rives de la rivière Kinabatangan, Marie-Claude Bomsel et Nicolas vont tenter d'apercevoir des primates bien connus pour leur étonnant appendice nasal. Pas grand-chose pour l'instant. Non. On a installé une petite tour d'observation là-bas. Parce que ce qui est curieux, c'est que les nasiques se dispersent un peu dans la forêt, bien que leur territoire, ça soit quand même la forêt côtière. Ils ne s'éloignent jamais beaucoup de l'eau. Et ils reviennent tous les soirs dormir sur les arbres qui surplombent les rivières ou les cours d'eau comme ça. Ça me semble être un gros mâle. C'est des singes extraordinaires, ils sont totalement endémiques de Bornéo, on ne les a pas trouvés ailleurs. Alors, ils sont extraordinaires pour plusieurs raisons. D'abord parce que ce sont des voltigeurs hors pair, ils sont vraiment très doués pour sauter. Et alors vraiment, ils font des sauts incroyables. Ils aiment l'eau, ils nagent bien. Et ce qui les caractérise, entre autres, au-delà de leur couleur un peu orangée ou rousse, claire, c'est que les mâles ont un appendice nasal. Linguiforme, dit-on. Linguiforme. Oui, voilà. On dirait vraiment une Oui, langue oui. qui tombe, il Oui. n'y a pas de cartilage. Et chez les femelles, si on arrive à les voir, c'est juste un petit bout de nez comme ça qui remonte. Et, Joli. Voilà. Ils ont du nez, ils ont du ventre. Ils ont quand même un très gros ventre, surtout les mâles. Mais en fait, c'est dû au fait que ce sont des collobes et ils ont un système tout à fait particulier de digestion, un peu comme une vache. Ils ont un estomac compartimenté et ils ne ruminent pas, mais ils fermentent comme ça
des feuilles et beaucoup de choses. Ils mangent près de 60% de feuilles, Ouais. c'est beaucoup. La fermentation compense un peu la pauvreté de leur nourriture. Voilà, tout à fait. Et en plus, comme il y a des bactéries, ça leur permet d'avoir des protéines en même temps. Et puis il y a certaines bactéries qui leur permettent d'éliminer un certain nombre de poisons ou de toxines, parce qu'il y a des feuilles et des arbres et des plantes qui, au fur et à mesure de l'évolution, pour se protéger, ont développé des poisons comme défense. Mais eux ont parallèlement développé ces bactéries ou se sont associés avec ces bactéries, parce que c'est une association, et ces bactéries détruisent ces toxines. Voilà une des astuces incroyables de l'adaptation, quoi. Voilà, vas-y, débarque par devant. Je débarque. Ouais. Hop. Thank you. Good. C'est tes jumelles. Hop. Si on voit quelque chose là. Ah, il y a un autre petit groupe là. Ils bondissent. Ah, voilà, les voilà tous Ah là-haut, ouais, là. ouais. Ah, il y a du monde, hein. Ah, il y a du monde. Ils ont été obligés de monter très haut comme ça parce que les macaques sont souvent plus au sol. Et comme ils sont en concurrence aussi avec les macaques et les orang-outans, les macaques étant plus nombreux au sol, ils sont plus tranquilles là-haut. Il y a toute une colonie là. Oui, tout à fait étonnante là au fait de l'arbre. Les bonds qu'ils font sont spectaculaires. Alors, de temps en temps, on fait quelques erreurs, ils se loupent, et dans ces cas-là, ils tombent à l'eau. Mais je suppose que ça doit quand même assez les amuser parce qu'ils sont aussi d'excellents nageurs. Oh là là, Ouais. celui-là. Ils peuvent descendre jusqu'à près de 20 mètres sous l'eau, c'est beaucoup. Et alors là, on voit, par rapport évidemment aux orang-outans qui sont assez solitaires, mâles comme femelles, parce que même si les femelles se baladent avec leurs petits, c'est rarement des gros groupes. Et ici, la vie sociale est plus importante. Et la base, c'est un harem, hein. Il y a un mâle dominant qui n'a pas besoin de beaucoup dominer parce qu'il semblerait que la femelle soit assez consentante. Je ne fais que dire ce que j'ai entendu. À cause du grand nez, alors, et du beau bidon. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est une des théories qui expliquerait que cet appendice nasal, c'est que petit à petit, au fur et à mesure de l'évolution, les femelles ont préféré les mâles qui avaient des grands nez. Ça arrive. Hein. Oui, c'est Et comme... du coup, par sélection naturelle, c'est maintenant tous les mâles ont des grands nez. Bien fait, hein, quand même, le gouvernail de l'évolution, comme on dit. C'est très probable, oui. Ce sont des attraits sexuels. Et c'est un signe de protection pour les femelles, donc elles ont intérêt effectivement à se mettre bien avec ces mâles costauds à grand nez. Même si elles pratiquent le système de tente, de nourrice. Voilà, il y a des nurses qui, dans un même harem, certaines vont s'occuper des petits d'une mère. Ça permet à la mère d'aller faire les courses, quoi, d'aller chercher les feuilles et les plantes. Ça la rend un peu disponible parce que c'est quand même un sacré travail. Il y a les petits gueules souvent parce qu'évidemment, il y a des nurses qui sont moins expérimentées et qui ont une manière de transporter les petits d'arbre en arbre assez maladroite. C'est pour ça que souvent ça piaille. Et justement, quand il y a un peu de pagaille, le rôle du mâle dominant, c'est de remettre par des vocalisations assez marquées de l'ordre dans le groupe. C'est vrai que ça fait assez drôle de voir des nasiques là, venir dormir comme ça au bord de la rivière, mais l'évolution les a conduits à cela parce qu'autrefois il y avait beaucoup de panthères longibandes ou des aigles et comme ça au bord de la rivière ils étaient protégés, ça s'est inscrit dans leur patrimoine génétique. Donc ils viennent là par petits groupes, chacun va trouver son dortoir, mais en tous les cas chacun s'appelle avant de s'endormir. Tiens, il y en a deux là, tu les vois, regarde. Et puis alors ce qui est encore plus drôle, c'est quand ils sont complètement endormis, on peut les éclairer. Plus rien ne les fera bouger. Juste un petit bout de la queue qui bouge, c'est tout.
Sur la côte est du Sabah, Nicolas a rendez-vous avec le biologiste marin Laurent Balesta. Ensemble, ils vont plonger sur le tombant d'une île exceptionnelle. Celle-ci est une véritable montagne sous-marine dont le sommet affleure la surface de l'océan. À quelques brasses de la plage, les fonds atteignent 600 et même 1200 mètres. Le plus petit poisson du monde, ça serait le gobineau des Philippines. C'est un poisson qui doit faire à peine long. Moins de 1 cm. Ouais, 8 mm on dit. Et à l'autre côté de l'échelle, le plus grand poisson du monde, qui est bien un poisson, contrairement à ce que son nom indique, c'est le requin-baleine, qui fait à peu près les plus gros. Jusqu'à 18 mètres. Et on trouve, c'est marrant, ici dans la mer des Célèbres, les deux. Entre ces deux espèces, il y a 25 000 à peu près espèces de poissons, mais là, sur tous les océans du monde. Mais ici, c'est un endroit exceptionnel pour le monde sous-marin, car on considère que c'est le pôle de la biodiversité sous-marine. En d'autres termes, c'est l'endroit au monde où il y a la plus grande variété d'espèces. Et on estime à peu près à 3700 le nombre des espèces de poissons ici présentes dans la mer des Célèbres. On appelle aussi cette région le centre de dispersion. C'est-à-dire que sur une carte sur laquelle on placerait le nombre des espèces, plus on s'éloigne de cette région, quelle que soit la direction, vers l'océan Indien, vers le Pacifique, eh bien à chaque fois le nombre des espèces diminue. On est vraiment ici dans la région la plus riche en nombre d'espèces de poissons. Et comment on explique ça alors ? Tout d'abord une grande activité tectonique, et puis aussi il y a eu énormément de fluctuations du niveau de la mer dans cette région, comme partout ailleurs, mais donc ici ça a permis d'énormément isoler, mélanger, re-isoler, remélanger, et ainsi créer à chaque fois de nouvelles espèces. Évidemment ceci au niveau des temps géologiques. Alors bien entendu, les poissons ne sont pas les seuls habitants des océans, ils le partagent avec les mammifères et aussi les invertébrés, des mollusques, des gastéropodes. Mais justement, ces derniers avec les poissons ont, en termes de stratégie pour se défendre, rien à apprendre aux insectes et réciproquement, parce qu'eux aussi ont développé des stratégies tout à fait efficaces. Alors évidemment, la première d'entre elles face à un prédateur, c'est d'essayer de se planquer, de se dissimuler, soit de profiter des petites cavités, notamment dans le corail, ou de s'enfouir sous le sable. La deuxième, c'est de se battre, d'utiliser des armes. La première des armes, c'est un peu l'équivalent dans notre panoplie à nous des armes blanches. Après, on passe aux armes électriques. À ce niveau-là, l'organe électrique devient à la fois un outil de chasse autant qu'un outil de défense. Plus sophistiqué, les armes chimiques. Ouais. Ce qui montre quand même l'élaboration incroyable dont ils se sont dotés au fil du temps, sachant quand même que la meilleure stratégie, c'est d'éviter le combat et que pour ça, eux aussi ont recours au camouflage. Dès qu'on regarde avec un peu plus de précision sous l'océan, le petit est aussi remarquable que le grand. Aux abords de cet îlot qu'une légende a depuis des siècles préservé des pêcheurs, s'immerger est synonyme de bain de foule sous-marine. Pour observer les nombreux petits habitants de ce tombant vertigineux, on a installé une caméra équipée d'une optique grossissante reliée à un écran vidéo. Rien de cette petite porcelaine, d'un mimétisme parfait avec la gorgone dont elle profite du gîte et du couvert, n'échappe à l'objectif. Sur le corps de ce poisson faucon à long nez, les lignes rouges se marient parfaitement avec les ramifications de la gorgone. D'autres espèces de poissons appartenant à des familles différentes ont pourtant toutes choisi de ressembler à une feuille pour berner leur proie et leurs prédateurs. C'est la stratégie de ce poisson-feuille cacatoès. À la couleur et à la forme, il ajoute le mouvement de la feuille morte, noyée, ballottée par les courants. Le poisson fantôme-feuille mérite bien son nom. La femelle, plus imposante que le mâle, porte ses œufs entre ses nageoires ventrales et les ventile régulièrement. À l'instar de certaines espèces des forêts de Bornéo, et dans le même but de passer inaperçue, la faune sous-marine a su développer des trésors d'imagination pour se camoufler.
Nicolas et Laurent approchent une crinoïde. L'animal peut se mouvoir en utilisant ses nombreux bras. Il aime se fixer sur les gorgones, toujours bien placées dans les courants, et comme elles, capture le plancton de passage. Les crinoïdes, proches de la famille des étoiles de mer, sont le refuge privilégié de nombreux petits animaux. Mais ce crabe plat est incapable de survivre hors de l'entrelac des bras protecteurs. La bienveillance des crinoïdes s'applique aussi aux crevettes qui y ont élu domicile. Elles ont revêtu la couleur de leur hôte, dont elles privilégient les bras jaunes. Ce poisson-grenouille, ou anténaire, aime se prendre pour une éponge. Tout jusqu'à la texture de sa peau est étudié. Seul l'œil, la partie la plus difficile à grimer, trahit sa présence. Au bal costumé de la faune sous-marine, cette autre espèce de poisson-grenouille a fort bien réussi son déguisement. De nombreuses excroissances de peau reproduisent parfaitement algues et petits vertébrés. Sur son dos, dans un cocon de mucus, il stocke ses gros œufs bien visibles. Un comportement rarissime dans la nature puisqu'il semble utiliser sa progéniture pour appâter ses proies. Les plongeurs ont la chance d'assister à l'éclosion en milieu naturel de l'un de ces œufs. Comme pour le zèbre dans la savane, la succession de lignes sombres et claires de la rascasse volante perturbe la vision de ses ennemis. Ce poisson papillon préfère jouer la carte du leurre avec un faux œil placé à l'opposé du vrai. L'œil reste le point faible du camouflage. Le poisson crocodile, grand chasseur à l'affût, est parvenu à développer une dentelle dermique pour le masquer. Sa vision n'en est pas affectée. Celle du mérou oriflamme est binoculaire. Ses deux énormes yeux placés en avant de la tête sont synchrones. Sans doute est-ce ce regard humain, inhabituel dans le monde sous-marin, qui l'a fait surnommer l'ami des plongeurs. Si la majorité des seiches joue la carte souvent gagnante du camouflage parfait, la petite seiche flamboyante a plus d'un tour dans son sac. Dans un premier temps, lorsqu'un danger se présente, elle mise sur des couleurs vives et des motifs répulsifs. Si ce subterfuge ne suffit pas, en un centième de seconde, elle prend la couleur du terrain. La minuscule pieuvre à ocelles bleues n'a pas besoin de se déguiser. Dans le monde sous-marin, personne ne s'amuserait à la croquer sous peine de mort immédiate. Ces motifs bleus électriques sont un avertissement. En 20 minutes, sa salive peut tuer un homme. Dans la plupart des écosystèmes sous-marins, existent des stations-service où officient des crevettes ou des poissons nettoyeurs. Il suffit de se présenter, d'ouvrir grand la bouche, le service est gratuit. Nicolas tente l'expérience. Les redoutables murènes sont des habitués de ces nettoyages express. Quand elle estime le service terminé, elle le fait savoir par un tremblement. La crevette quitte alors son poste de travail sans attendre.
Les poissons-chats rayés vivent en bancs compacts. Encore une stratégie visant à se défendre. Outre leur aiguillon venimeux, la compacité du groupe déroute les prédateurs qui ne savent plus où donner de la tête et des dents. Ils se nourrissent en fouillant collectivement le sable de leurs barbillons. Et quoi qu'il se passe, ils se coordonnent pour rester en formation serrée. Stratégie de groupe aussi chez les poissons perroquets géants. De vraies têtes de mule qui vivent en troupeaux compacts et dont la bosse qui orne leur front sert le cas échéant à briser les coraux. Comme les buffles dans la savane, ils parcourent le récif, broutant tout sur leur passage. Leur déjection est probablement à l'origine des plus beaux sables coralliens de la planète. Ces carangues à gros yeux utilisent leurs robes métallisées pour perturber l'adversaire. Suivant l'angle d'incidence des rayons du soleil, en modifiant sa trajectoire, le banc tout entier brille ou devient sombre. Les grandes bécunes, aussi appelées barracudas, font de même lorsque surviennent requins ou thons à dents de chien. Mais elles n'ont rien à craindre de Nicolas et Laurent qui remontent des profondeurs. Les eaux entourant cet îlot proche de Bornéo se distinguent encore par la présence d'innombrables tortues vertes. Et l'on peut y être le témoin privilégié de l'une des phases les plus intimes de leur cycle de vie. Leur balai amoureux est toujours mouvementé. L'accouplement peut durer plusieurs heures. La femelle nage pour deux et remonte régulièrement à la surface pour respirer. Il est fréquent que plusieurs autres mâles tentent de déstabiliser l'élu pour prendre sa place. Cette île, reposant directement sur le fond de l'océan, sans aucune attache avec le plateau continental, réserve une ultime surprise aux plongeurs. Lors de la dernière glaciation, la partie haute du tombant était à l'air libre et a subi l'érosion responsable des grottes impressionnantes que l'on y trouve. Aujourd'hui totalement immergée, l'une d'elles est devenue un bien curieux cimetière. Le boyau d'accès est étroit. Laurent et Nicolas ont dû enlever leur système de respiration autonome. Dans le tunnel, un fil d'Ariane aide à se diriger et surtout à ressortir sans difficulté le moment venu. À l'intérieur de la grotte, en raison de l'absence totale de lumière du jour, il n'y a aucun coraux et donc pas de poissons. L'ambiance est étrange, sépulcrale.
le sol est jonché de squelettes de tortues. On a dit qu'elles venaient peut-être ici pour mourir, mais la raison de tous ces restes est bien plus dramatique. Bien que les tortues marines puissent plonger fort longtemps, elles sont tout de même obligées d'aller respirer à la surface. Ces animaux qui adorent les cavités se sont fait piéger. Incapables de trouver la sortie, après être longtemps restés près du plafond en espérant atteindre l'air libre, les tortues se sont tout simplement noyées. Leurs carcasses sont lentement redescendues et se sont posées sur le sol. Les plongeurs s'évadent du cimetière des tortues vertes et retrouvent le grand bleu. Après l'extraordinaire spectacle sous-marin auquel la nature les a conviés, et pour mettre un terme à cette aventure, Nicolas Hulot et Laurent Balesta ont mis le cap sur l'un des villages Bajau Sulu, suspendu au-dessus du corail. Encore un autre monde ici. On est posé comme ça sur ces pilotis, sur un plateau corallien, dans l'immensité de la mer de Célèbes. Qu'est-ce qu'on fait des algues comme ça? Ça, c'est le fameux agar-agar hein, qui va servir dans l'agroalimentaire ou dans la pharmacopée comme gélifiant. Alors quand on voit la manière artisanale dont ces Bajau Sulu, qui sont des pêcheurs d'algues, utilisent la nature, et ce qu'ils prennent d'un côté, ils le rendent de l'autre, parce qu'en fait ce sont des cultivateurs, des paysans des mers. Toutes ces lignes que l'on voit autour de ces maisons, en fait, ce sont des cultures d'algues. Et ça fait évidemment un contraste assez saisissant avec ce que l'on a vu de l'autre côté de ce bras de mer, c'est-à-dire sur l'île de Bornéo. Comment on exploite la forêt tropicale humide. Pour vous donner un seul chiffre, il faut savoir que pendant 400 millions d'années, il disparaissait dans les forêts tropicales une espèce de plante naturellement tous les 27 ans et que maintenant, il en disparaît plus de 5 par jour sous l'effet des activités de l'homme. Et pour vous donner une triste notion de l'ampleur des dégâts, il faut savoir qu'à chaque seconde où l'on parle, il disparaît l'équivalent d'un stade de football de forêt tropicale humide sur Terre. Ça fait à peu près 40 hectares à la minute. Alors quand on sait déjà qu'au XXe siècle, 60% des jungles ont disparu et que les satellites constatent que chaque année, c'est à peu près 2% qui continuent à s'éroder, ça veut dire qu'avant la fin de la moitié du siècle qui s'ouvre, l'ensemble de ces forêts aura disparu et avec eux le cortège d'extinction d'espèces animales et végétales, des milliers d'espèces qui vont être anéanties. C'est un sacrilège absolu parce que pour moi c'est comme si chaque seconde on regardait les bras croisés brûler le musée du Louvre, mais c'est en plus une stupidité totale car quelque part c'est notre avenir que nous sommes en train de torpiller. Voilà, on aura évidemment emmagasiné de très belles images dans nos têtes pendant ce voyage, tant sous l'eau qu'en surface. Mais malheureusement, on aura aussi gardé cette image assez pathétique et ce regard terrifié des orang-outans privés de territoire qui incarnent toutes ces espèces que l'on a acculées comme ça au seuil du précipice de l'extinction. Et plus encore, plus tragique, c'est ces deux petits bébés orang-outans orphelins, comme ça blottis l'un contre l'autre avec ce regard aussi terrorisé et qui refusaient de quitter les épaules de leurs soigneurs quand on tentait de les remettre à la vie sauvage, tant ils savent malheureusement que dorénavant, dans ces petites forêts, il y a un danger terrifiant, un nouveau prédateur, c'est l'homme. Bonsoir.